Donc bonjour tout le monde, merci de votre patience aussi, on a commencé un peu en retard. Donc là c'est encore un webinaire de l'école Grey Scott. L'idée de cette école, c'est d'avoir une école vraiment qui est gratuite sur le HPC du 1er au 2 juillet 2024. Et là, vous assistez à un des webinaires qu'on présente. Donc là, on a commencé déjà en janvier. L'idée, c'est toutes les semaines d'avoir un webinaire sur un sujet, une partie des choses qu'on va présenter à l'école par un des profs que vous allez avoir à l'école. Donc, typiquement, la semaine dernière, c'était plutôt le profilage mémoire. Cette semaine, c'est un peu de sorcellerie C++. La semaine prochaine, c'est du Rust. La semaine d'après, c'est l'architecture GPU. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc l'idée, c'est d'avoir trois modalités d'inscription, comme c'est marqué sur la slide ici. Donc en présentiel donc à Annecy, l'école aura lieu à Annecy en juillet. Donc il n'y aura que 32 places. Donc voilà, mais on n'a pas beaucoup de places non plus. En distanciel sur plusieurs sites satellites, donc qui sont potentiellement des centres de calcul qui vont former leur personnel ou fournir des calculs à du public enfin après ça dépend de comment ils veulent le faire, ou vraiment en distanciel à la carte, donc sur YouTube où bah, vous suivez ce que vous voulez, comme ça vous intéresse quand vous avez le temps, voilà. Donc voilà, c'est ça l'idée. Donc là, on a potentiellement un site satellite de plus, donc on doit être à 4 déjà qui nous ont répondu. Enfin après, je parle sous le contrôle de Karim, mais c'est en train d'avancer. On espère Oui. avoir une liste complète justement pour le 1er juillet, donc là où on va démarrer les inscriptions. Karim, tout va bien? Tout va bien, Tu, et puis il tu faut, viens faut de pas dire que tu hésiter. démarres les inscriptions le 1er juillet. Je pense que c'est un Non, le bug. 1er avril. 1er avril. C'est le 1er avril, c'est plein poisson. Et évidemment, toutes les personnes qui se posent des questions sur site satellite, pourquoi, peut-être, comment, vous m'envoyez un petit mail, karim.azoum@terratech.fr. Honnêtement, je réponds à toutes vos questions. Vous avez toutes les infos sur le site, sur l'indico de l'école qu'on va vous remettre dans le chat si c'est pas déjà fait. Donc voilà. Si vous êtes curieux, vous avez tout. Vous avez la liste des sites satellites, les modalités pour être site satellite, le programme, toute la liste des webinaires qu'on va avoir. Donc voilà. Et sur ce, et je me donne la parole à moi-même pour commencer la présentation. Donc là, on va parler un petit peu de sorcellerie C++. Alors C++ 17, 20 et 23, mais surtout 17. On verra la suite à l'école. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter des petites nouveautés, enfin des nouveautés qui datent de C++ 17 quand même, mais qu'on n'utilise pas forcément tout le temps, qui sont très puissantes, et vous montrer jusqu'où on peut les pousser jusqu'à leur point de rupture. Donc, avant ça, je vais faire une petite introduction. Quand on développe une application, en fait, donc là, ce qui nous réunit pour cette école, c'est la partie performance. Donc, on veut que l'application, elle fasse des calculs, mais de manière efficace et de manière rapide surtout. Donc ça, c'est le premier point. Alors, on va voir aussi tout au long de l'école, et tout au long des webinaires, que bah, c'est pas forcément si facile que ça, mais on a quand même de bonnes solutions pour que ça fonctionne. Donc, c'est un peu le premier point qu'on essaye d'avoir pour avoir quelque chose un produit final, si vous voulez. Après, il y a un autre problème, c'est qu'on aimerait bien que ça soit scalable. Donc, si on augmente le nombre de cœurs, de CPU, de GPU, de machines, peu importe, on aimerait bien que les performances euh, changent d'échelle avec ce changement d'échelle-là et qu'on perde pas en performance, ce qui est encore plus difficile. Ensuite, une autre chose qui nous intéresse, en plus de tout ça, c'est de se dire on aimerait bien que ça soit portable. Donc là, pour le coup, c'est encore une énorme galère par rapport à tout ce qu'on avait avant, ce qui était déjà pas facile. Donc on veut que ça marche sur tous les types de CPU, idéalement, tous les types de GPU ou un maximum de types. Et c'est là où ça commence à être compliqué. Et le pire là-dedans, mais qui est indispensable, c'est qu'on veut écrire le moins de code possible. Parce que plus on écrit de code et plus c'est difficile à maintenir. Et comme on écrit des analyses ou des simulations qui vont durer des dizaines d'années, on ne peut pas se permettre d'écrire énormément de code juste pour faire quelque chose. Il faut penser à utiliser écrire le minimum de code pour avoir le maximum de flexibilité et avoir un coût de maintenabilité qui est beaucoup plus faible. Et ça, bah, c'est une grosse galère. Donc, pour faire ce genre de truc, bon, il faut d'abord avoir des bonnes bases. Et les bonnes bases, c'est exprimer le parallélisme du calcul. Donc, si je prends un exemple, je veux analyser un événement, peu importe de quelle expérience ou de quel type de données.
Si j'ai plein d'événements à analyser, je peux déjà dire, bon, bah, je peux paralyser sur mes événements. S'ils ont le bon goût d'être stochastiques, donc parfaitement indépendants les uns des autres, il y a un système de parallélisme qui est évident. Mais en fait, des fois, ça suffit pas. Il faut découper encore plus. On verra ça dans d'autres webinaires un peu plus tard. Et donc pour ça, on peut se poser la question de, OK, j'ai des événements, mais est-ce qu'ils sont pas découpables? Bah, si je prends le cas des expériences, par exemple, qu'on peut avoir, bah, on a des pixels ou des capteurs en général. Donc, il y a plein de capteurs. Les capteurs, bah, ils sont indépendants. Bah, du coup, toutes les données qui viennent de ces capteurs bah, sont indépendantes et ça nous fait un niveau de parallélisme en plus. Et ça peut arriver aussi que bah, ces capteurs, ils donnent non pas des réponses fixes, mais aussi des réponses dans le temps, avec par exemple ce qu'on appelle des slices ou des pulses, si vous voulez, vraiment dans le temps. Donc là, ça nous fait une autre dimension. Et là, la question est, bon, bah, j'ai un tenseur, et dans quel ordre je stocke mes données? C'est la première question qu'il faut se poser pour avoir de la performance. Pour ça, il faut regarder un peu ce qu'on doit faire comme calcul. Si je prends l'exemple de CTA, parce qu'il se trouve que je travaille dessus, bah, la première étape, et c'est valable dans beaucoup d'expériences, c'est la calibration. Donc on va prendre une petite case, un petit cube ici, et on va convertir typiquement un nombre, enfin une tension, si vous voulez, en nombre de photons, en signal, en énergie, en peu importe, enfin quelque chose qui nous parle pour après la suite. Et ça, bah, c'est indépendant de l'ordre. Donc, on peut calculer nos petits cubes comme on a envie. Donc, bah, là, en fait, tout va bien. Là où ça se corse, c'est quand on va vouloir avoir des étapes un peu plus compliquées. Donc, par exemple, on peut avoir envie d'intégrer les données, donc c'est-à-dire de sommer typiquement de réduire les slices. Et pour ça, on va faire une réduction. La réduction, c'est pas forcément trivial à optimiser. On va aborder le sujet à la fin de la présentation, enfin, vers le milieu de la présentation même. Euh, il y a une notion de dépendance arrière qui va être présentée tout au long de cette présentation, où là, typiquement, si je veux sommer ces données sur cet axe-là, il faut que je sois sûr que ces données-là ne sont pas contiguës. Donc, il faut que mes données contiguës soient sur l'autre axe. Donc, typiquement, que j'ai que des pixels indépendants ou des capteurs indépendants, si vous voulez, côte à côte en mémoire. Comme ça, quand je fais mon calcul, bah, ils ne se parlent pas entre eux et je peux vectoriser de manière extrêmement simple. Donc là, en faisant ça, on peut vectoriser, ce qui est une bonne nouvelle. Sachant que du coup, comme l'autre étape, l'étape 1, la calibration est indépendante de l'ordre des pixels, bah, ça va lui convenir aussi, donc il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est la deuxième là qui ferme enfin, qui fixe l'ordre des données. Et après, comme on veut sommer les données, donc pensez à ce que vous a expliqué Adrien sur l'architecture GPU, il faut que typiquement que la ligne d'après soit pas trop loin en mémoire, typiquement idéalement dans le même cache, dans le cache L1 si possible. Donc il faut a priori que la deuxième dimension soit celle-là, pour que les données soient pas trop loin dans le cache. Et une fois qu'on a ça, bon, bah, la troisième dimension, donc si vous voulez, la première dimension quand on fait du stockage row-wise, ça va être celle-là. La deuxième, ça va être sur les slices. Et la troisième, donc celle qui a vraiment les données contiguës, ça va être sur les pixels. Donc si on fait ça, on peut paralyser sur des cœurs, sur des nœuds, sur un cluster, sur tout ce qu'on a envie. Et après, on découpe ça comme on a envie et ça se passe bien. Donc ça, c'est pour rappeler quand même un problème fondamental, c'est que c'est le calcul qui dit comment on doit stocker les données et jamais l'inverse. Si vous n'avez pas un format de données qui est adapté à votre calcul, vous n'allez pas avoir de performance parce que vous avez passé votre temps à aller chercher des données dont vous n'avez pas besoin. Comme vous a expliqué Adrien justement sur la partie CPU et comme vous a expliqué ça aussi un peu Sébastien la semaine dernière. Donc pour ça, donc regardons en C++ ce qui se passe, vu que bah, c'est le sujet du webinaire. En C++, pour faire du CPU, bah, on a par exemple le TBB, donc Threading Building Block, qui est la bibliothèque de parallélisation d'Intel. Si on veut faire du calcul sur GPU, bah, on a Thrust, on a CUDA, on a tout un tas de choses. On a tout un tas de librairies qui permettent de faire les deux, donc typiquement de faire Cocos, Alpaca, SQL, OpenCell, OpenACC, donc pour faire un petit peu les deux, plus ou moins bien, plus ou moins facilement, mais voilà, on fait les deux avec ça. Et on a aussi les compilateurs, donc G++ ou LLVM, enfin les Clang ou les choses comme ça, sachant que justement, une nouveauté qu'il y a eu, c'est depuis C++ 17,
En fait, le compilateur est capable de passer directement un appel à TBB, donc avec justement les mécanismes qu'on va voir dans ce webinaire. Et ça, pour le coup, ça change un peu la vie parce que vous n'avez pas besoin d'expliciter votre calcul. Vous dites juste au compilateur, bon, bah, débrouille-toi, moi je veux que ça vectorise ou je veux que ça parallélise ou je veux que peu importe. Et il se débrouille. En novembre 2020, NVIDIA a présenté la même chose avec NVC++ pour C++17. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous compilez votre code en C++17 directement sur GPU sans passer par un langage ou une bibliothèque tierce. Alors en fait, derrière, sous le capot, le compilateur passe par Thrust, parce que c'est le principe, hein, Thrust qui passe par CUDA derrière, mais c'est complètement transparent pour le développeur. Et c'est ça le truc qui est ultra puissant là-dedans. Donc là, maintenant, on a Intel qui a aussi un outil pour faire ça. Et on a AMD qui sont en train d'avancer aussi là-dessus. Donc ça arrive. Euh, et le truc qui est puissant là-dedans, c'est qu'on part d'un standard. C'est le standard C++ qui unifie tout ça, et c'est les compilateurs derrière qui font leur cuisine pour que ça fonctionne. Et une chose qu'on va voir aussi pendant l'école, c'est que typiquement, quand vous paralysez avec TBB, par exemple, sur G++ ou Clang ou NVC++, derrière, vous avez exactement les mêmes performances parce que derrière, c'est TBB qui est appelé. Tous les développeurs de compilateurs se sont mis d'accord en disant, bon, bah, le back-end, ça va être TBB parce que ça déchire. Et voilà. Et vous n'avez pas à vous en soucier. C'est les développeurs des compilateurs qui font ça pour vous. Et ça, pour le coup, ça donne un confort de développement qui est quand même très appréciable. Alors, comment ça marche? Alors, commençons avec un produit de Hadamard, parce que c'est un de mes webinaires, donc on va forcément commencer par un produit de Hadamard. Donc là, c'est un produit élément par élément, où donc on a deux tableaux, X et Y, et on va stocker le résultat dans un tableau Z. Donc, si je prends un exemple en C++ classique, on fera une petite boucle for pour bah, itérer sur tous nos éléments et faire notre calcul. Donc ça, c'est pas extraordinaire, tout va bien. Euh, on peut quand même noter un petit truc, bah, c'est pas vraiment un problème, mais une information redondante qui est pas forcément pertinente, c'est qu'on explicite un ordre de calcul, alors qu'en fait cet ordre, bah, si je calcule le pixel 42 ou l'élément 42 avant l'élément 4, c'est pas grave en fait, du moment qu'à la fin j'ai mon calcul qui est fini et que tous les éléments sont calculés. Finalement, j'ai explicité un ordre qui n'est pas forcément pertinent, vu que là, les éléments ne se parlent pas entre eux. Donc, pour faire ça, de manière un peu plus explicite, en C++11, les std transforms ont été introduits. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez un tableau en X, donc, qui est l'input ici. Vous prenez le début et la fin avec des itérateurs. Vous donnez le début du tableau Y et le début du tableau de résultat, donc ici Z. Vous passez une petite fonction lambda, donc qui va vous dire xi, donc ça c'est un élément de x, yi, un élément de y, et après vous faites un return pour remplir votre tableau de résultats, et vous avez explicité votre calcul, mais sans dire qu'il y a une boucle, sans faire de boucle, si vous voulez. Et ça, personne s'en sert parce qu'en fait, bah, c'est pas très lisible. Et on voit pas trop à quoi ça pourrait servir. Mais il y a un truc qui est puissant, c'est qu'en C++17, C++20 et C++23, il y a une nouveauté qui est ultra puissante, et c'est ça qu'on va voir tout au long de ce webinaire, c'est l'execution policy, donc la méthode d'exécution qu'on peut rajouter au STD Transform. Et cette méthode, ça peut être sec, pour dire bah, je fais mon calcul de manière séquentielle, un peu comme la boucle for qu'on avait avant. Unsec, pour dire c'est non séquentiel. Donc, c'est un peu plus générique que vectorisé. C'est pour ça que on dit pas vectorize, on dit non séquentiel. Donc, ça laisse les possibilités à beaucoup de choses. On dit au compilateur, l'ordre n'a pas d'importance. Fais ce que tu veux comme optimisation. Par, c'est la partie parallèle où on va typiquement explicitement appeler TBB, unsec aussi. Et par unsec, on appelle les deux, hein. Donc, on va paralyser avec plein de threads et aussi en vectorisant derrière. Et du coup, c'est pas mal. Et on va voir un peu comment ça se goupille. Alors, parlons un peu de vectorisation et parlons un peu de comment on faisait avant pour vectoriser, parce qu'il y a ça aussi. Donc, la vectorisation, l'idée, c'est de calculer en un coup d'horloge, si vous voulez, faire un seul calcul sur plusieurs éléments d'un même registre vectoriel. Donc là, si on fait un calcul de manière scalaire, ben, on va traiter un élément. Donc ici, une opération toute bête et on va écrire un élément. Si on utilise des registres vectoriels, on va traiter n éléments en même temps. Donc n, c'est en SSE4, c'est 4, en AVX, c'est 8, et en AVX 512, c'est 16 si on utilise des floats. Après, si vous utilisez des oops, c'est deux fois moins, etc. Pour vous demander sur quelle architecture vous êtes, vous pouvez demander à Proc CPU Info.
donc sous Linux, ou à sysctl sous Mac pour savoir bah, qu'est-ce que je peux utiliser comme méthode de calcul. A priori, si vous avez un laptop, là, vous devriez avoir du AVX ou du AVX2, et si vous avez des serveurs un peu récents, c'est aussi du AVX2 ou du AVX 512. A priori, globalement, maintenant, c'est à peu près tout le temps le cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour vectoriser? Alors, enfin, avant, plutôt, comment est-ce qu'on faisait pour vectoriser? Alors déjà, il faut que les données soient contiguës. Ça, on l'a vu au tout début, c'est très important. Donc, les données sont contiguës, ça veut dire qu'il faut promettre au compilateur que toutes les données sont contiguës. Donc, il faut dire, voilà, là, j'ai un registre vectoriel, je peux lire les données. Là, je peux pas. Là, j'ai une donnée qui n'a rien à faire là. Là, pareil, j'ai une donnée qui n'a rien à faire là. Là aussi. Là, je peux pas vectoriser. C'est pas contigu, donc je vais perdre en performance. Première chose. Ensuite, il faut que les données soient alignées. Donc typiquement, au lieu d'appeler malloc, vous appelez memAlign ou POSIX memAlign. Heureusement, depuis C++17, il y a std-align malloc qui fait ça à votre place. Parce qu'évidemment, si vous êtes sous Mac, c'est POSIX memAlign, et si vous êtes sous Linux, c'est memAlign. Donc voilà, il faut faire les choses bien. Mais maintenant, le standard fait ça correctement à votre place, et ça, c'est bien. Et là, pareil, si mon tableau est aligné sur une frontière de registre vectoriel, hein, vous savez, en programmation, vos tableaux sont alignés sur la taille des types. Donc, si vous avez des types un peu plus compliqués, bah, vous êtes aligné sur la taille du type. Et là, bah, typiquement, si j'ai des données qui n'ont rien à voir ici au début de mon registre vectoriel, et là, c'est mon registre, bah, là, je ne suis pas aligné. Et du coup, le compilateur ne va pas être content. Et là, pareil, on est aligné, mais sur la frontière d'après. Donc là, c'est toujours aligné et ça fonctionne. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut promettre au compilateur que les calculs avec les pointeurs vont bien se passer. Donc typiquement, si vous ne mettez pas de restrict, donc le fameux mot-clé restrict, le compilateur peut considérer que bah, votre tableau Y qui chevauche le tableau X. Et dans ce cas-là, on n'a pas le droit de vectoriser, parce qu'il peut se passer des choses bizarres. Donc avec restrict, on lui promet que le tableau X et le tableau Y sont deux endroits de la mémoire différents et qui vont pas se marcher dessus. C'est pour ça que quand vous faites un même copie, bah, vous avez des restricts dans la signature, c'est justement pour ça. Donc, faut lui promettre ça, donc c'est encore un petit peu compliqué. Ensuite, il faut lui dire, bon, j'ai aligné mes données, mais je te promets que mes données sont alignées, parce que c'est pas fini. Donc maintenant, avec Bulletin Assume Align, il faut dire, je te promets que mes données sont alignées sur une certaine frontière. Donc là, il faudrait le faire bien, mais vous pouvez mettre typiquement une petite macro qui vous dit ça. Donc AVX2, AVX2, c'est 32, AVX 512, ça serait 64, mais peu importe. Euh, Maintenant, on a un std assume align qui permet de faire les choses plus proprement en C++17. Euh, et une fois qu'on a fait ça, c'est toujours pas fini parce qu'il faut dire au compilateur, maintenant, j'aimerais bien que tu vectorises. On n'a toujours pas fait le calcul, hein. C'est quand même. Et donc là, typiquement, O3 F3 Vectorize et marché native, M2 Again native. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? F3 Vectorize, j'active la vectorisation explicitement. Et marché Egal native, je demande de cibler que l'architecture sur laquelle je compile, donc pas les autres, hein. Autrement, le compilateur va faire quelque chose d'un peu plus générique. Donc là, on lui dit vraiment que ça. Mtune égale native, c'est pour dire je veux que les optimisations qui sont liées à cette architecture, l'architecture du hôte, là où je compile. Et MAVX2, c'est pour expliciter la compilation en AVX2, si on est sur une machine AVX2, hein, évidemment, sinon ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas. Ça fonctionne, mais on ne peut pas exécuter le programme si on est sur SSE4, mais si on est sur AVX 512, ça marche. Et c'est plus nécessaire avec G++11 ou Clang 14, mais voilà, je vous le mets quand même, parce que si vous avez un compilateur un petit peu plus ancien, au moins vous pouvez aussi faire les choses. Donc, si on résume la situation, faut utiliser une allocation qui va bien ou un std align malloc pour faire les choses correctement. Il faut dire des restricts dans les fonctions dans les attributs qu'on passe, les paramètres qu'on passe à la fonction. Il faut promettre au compilateur que les données sont alignées et en plus après, il faut dire au compilateur alors vectorise vraiment, mais pour cette architecture-là correctement. C'est quand même beaucoup de choses. Et donc après, si je résume ma situation, bah en fait, ma petite boucle for devient une boucle for avec plein de bulletins assume line d'abord, en pensant bien sûr qu'il faut utiliser le tableau X qui est ici et pas le tableau qui est ici, autrement le compilateur, eh ben, il va pas vectoriser. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a enfin vectorisé. Et vous voyez que c'est beaucoup plus long que juste avant de faire un ST transform avec un par unsec, hein, ou un unsec, hein. Et avant, c'était comme ça qu'il fallait faire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme performance? Donc prenons G++11, parce que pourquoi pas.
avec du O3 sur notre produit d'Adamar. Donc là, vous voyez qu'il a tenté des trucs. Euh, Regardons ce que ça donne après. Si on vectorise, donc avec tout le bazar que je viens de vous décrire, on obtient ces performances-là. Donc c'est pas très très stable, mais voilà, avec les barres d'erreur, c'est quand même raisonnable. Si on fait du unsec en O3, juste en O3, là, bon, ça, on améliore un peu les choses, mais voilà, le compilateur n'a pas révolutionné le schmilblick. Bon, ça se passe bien. Si on vectorise, donc avec F3 Vectorize et Merge Negative, M2 Negative, et on est sur une architecture AVX2, donc je n'ai pas mis l'option, mais on se rappelle qu'on est sur du AVX2. Là, vous voyez que la vectorisation, on a de très bonnes performances, hein, on a les mêmes performances, tout se passe bien. Et là, je n'ai pas des données alignées. Et si après, j'ai des données alignées, parce que du coup, là, j'ai utilisé des STD vecteurs, et dans les STD vecteurs, vous pouvez passer l'allocateur directement que vous voulez. Donc, vous pouvez créer votre propre allocateur qui aligne les données comme vous avez envie. Donc là, j'ai mes données alignées et là, j'ai de très bonnes performances aussi parce que du coup, bah, le compilateur, typiquement, ne passe pas, enfin, le processeur ne passe pas dans les instructions de pile, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les instructions qui vont arriver, qui vont consommer les éléments avant d'arriver sur une frontière de registre vectoriel. Comme là, on est directement aligné, on vectorise d'emblée. Et ça gagne un temps fou aussi en calcul quand les vecteurs sont petits. Quand ils sont gros, ça se voit un peu moins, mais quand ils sont gros, on a des problèmes de cache. Donc, il y a aussi d'autres problèmes qui arrivent. Donc voilà pour cette histoire. Donc si on compare un peu G++11 avec Clang 14, hein, pourquoi pas. Donc là, O0, O1, O2, O3, O-fast. Bon, déjà, il y a une chose, c'est que ils sont pas d'accord sur ce que ça veut dire O3 et O-fast. Donc là, je suis pas en train de vous dire que Clang est meilleur que G++, je suis en train de vous dire qu'ils sont pas d'accord sur les passes d'optimisation. Et Clang va tenter des trucs que G++ va pas tenter si on n'explicite pas plus d'optimisation. Si on rajoute la partie vectorisation, donc c'est un peu pareil. Donc là, vous voyez que là, Clang a tenté une vectorisation partielle, donc en SSE4 typiquement. Là, G++ a rien tenté, mais dès qu'on commence à lui demander de vectoriser, là, il fait les choses, les deux font les choses correctement et ils atteignent la meilleure performance qu'on puisse avoir vu qu'on bute sur la performance de la machine. Donc jusque-là, tout va bien. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va complexifier un petit peu les choses, mais on va aller un petit peu plus vite. On va faire un SAXPy. Donc SAXPy, c'est Simple Precision AX plus Y. Donc là, vous avez un scalaire, vous multipliez votre vecteur x par votre scalaire et vous additionnez votre vecteur y. Donc de la même manière, on fait un calcul élément par élément. De la même manière, on fera ça avec une petite boucle en C++ classique. Et on n'a toujours pas besoin d'expliciter l'ordre, mais il se trouve qu'avec la boucle, on est un peu obligé de le faire. Donc on peut expliciter ça en C++11 avec un C-transform, mais personne ne le fait parce qu'en fait, voilà. Euh, il faut récupérer une variable, donc catcher une variable par copie, donc A, c'est juste un scalaire, donc on a le droit. On pourrait le passer par référence, peu importe, mais là, une copie, ça suffit largement. Et en C++20, là, on a notre execution policy, et là, on peut commencer à faire des choses et à vectoriser et à faire des choses un peu plus puissantes que ça, et à paralléliser surtout avec exactement le même code. Parce que là, je vous ai montré comment vectoriser, mais cette méthode-là permet de paralléliser avec un par ou un parensec, chose que vous devez expliciter avec OpenMP ou avec d'autres ou avec des threads explicites derrière pour vectoriser. Là, le compilateur le fait à votre place et c'est quand même appréciable. En termes de performance, bon, ils sont toujours pas d'accord sur ce que ça veut dire O3 ou O-fast, hein, ça n'a pas changé. Les performances sont un peu plus proches, mais ils sont quand même pas tout à fait d'accord. Mais dès qu'on vectorise, bon, ça se passe bien. Donc là, les plots sont un peu différents parce que du coup, le O2, il commence déjà à être partiellement vectorisé chez Clang, alors que là, il faut attendre O3 pour que G++ on se tente des trucs. Mais bon, c'est pas trop grave. Regardons ce qui nous intéresse, la réduction. Donc on va aller un peu plus loin. Comment on fait une réduction? Donc là, on fait une boucle. Alors, pensez à avoir toujours un petit Vincent sur le coin de votre épaule qui va vous dire si le nombre d'éléments est trop grand, votre résultat est faux. Là, j'ai le droit de le faire parce que je pars du principe que j'ai 1000 éléments à assommer ou quelque chose comme ça. Si vous avez 10 millions d'éléments à assommer et que c'est des flottes, Vincent va vous garantir que le résultat est faux, hein. Mais si vous avez 10 millions d'éléments à assommer, vous n'allez pas tenir en cache, donc c'est quand même pas forcément une bonne chose non plus. Donc là, mettons que ça se passe bien et que j'ai le droit de faire ça. L'ordre, pareil, l'ordre est explicite. Alors, suivant les cas,
Si vous avez, donc voilà, toujours un petit versant sur le bord de votre épaule, c'est important. Si vous avez des données qui sont bien conditionnées, il n'y aura pas de problème. Si vous les avez triées explicitement par ordre croissant pour être sûr que vous allez réussir à faire une somme qui est précise, là, pour le coup, c'est pas vrai. Il faut conserver l'ordre de la somme. Là, on va partir du principe que c'est pas nécessaire pour cet exemple-là. Mais quand vous faites une réduction, posez-vous toujours la question si vous avez le droit de changer l'ordre ou pas. Parce que là, pour le coup, comme Vincent vous l'a très bien expliqué dans les premiers webinaires, l'addition n'est pas commutative, malheureusement, avec des floats, donc, ou avec des doubles, hein, d'ailleurs, avec les floats en général, les flottants en général. Donc faites attention à ça quand même. Donc en C++17, on va sauter l'étape C++11, on a le std reduce. Donc, avec une execution policy, hein, comme d'habitude, vous passez votre vecteur et après vous dites, bah, moi, je veux que la première valeur, ça soit 0 et je veux utiliser un std plus pour réduire mes données. Donc là, c'est une réduction avec une addition. On peut faire une réduction avec une multiplication sans problème, mais généralement, quand on ne précise pas, c'est une addition. Mais vous pourriez utiliser un multiply ici, il n'y a pas de souci. Donc, en termes de performance, qu'est-ce que ça donne? Bon, là, on voit que bon, tout se passe bien. Alors, ils sont encore pas d'accord sur ce que ça veut dire O3 et O-fast, hein. Donc là, enfin, le O-fast, l'O3, ils sont d'accord. O2, ils sont d'accord. Mais O-fast, bon, Clang tente des trucs que G++ tente pas. Bon, G++ c'est un peu plus conservateur. Clang tente des trucs que G++ tentera pas. C'est aussi bon à savoir, hein, parce que vous allez peut-être pas avoir les mêmes résultats derrière aussi. Et si on vectorise, bon, là, jusque-là, ça va. Donc là, vectorize, c'est la vectorisation qu'on ferait à la main, donc avec une petite boucle, et vous mettez un built-in assembly et vous mettez tout le bazar que je vous ai expliqué juste avant. Donc là, on a ces résultats-là. Bon, en O3 et en vectorisé, on a les mêmes performances, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et quand on fait le calcul avec des fonctions intrinsèques, donc si j'explicite vraiment le calcul, donc les fonctions intrinsèques, si vous voulez, c'est la dernière limite que vous avez entre l'assembleur, le x86 ou le MD64 ou peu importe, et le C++. C'est vraiment c'est des fonctions C qui inline de l'assembleur. C'est des fonctions qui sont utilisées par le compilateur explicitement, hein. Quand vous faites un plus avec votre compilateur derrière, c'est un intrinsèque d'addition qui est appelé en fait. C'est pas un plus. Ce concept-là n'existe pas, c'est des fonctions d'ailleurs qui sont appelées. Donc là, j'ai explicité ma réduction à la main. On pourra voir dans le détail à l'école, mais là, c'est pas le propos de ça, mais pour vous montrer que ça existe. Et une bonne chose, une excellente nouvelle, si vous utilisez la réduction en C++20 avec votre unsec, et votre vectorize, donc la partie vectorisée. Donc vous mettez les options de vectorisation, vous mettez un unsec et vous alignez vos données. Là, vous avez des performances qui déchirent et qui sont comparables, voire un peu meilleures avec G++, mais globalement comparables à celles qu'on peut avoir avec une vectorisation explicite, c'est-à-dire qu'on est bien meilleur que la version de base avec une boucle for. Donc là, il y a déjà un premier truc qui est très appréciable, c'est que non seulement je ne me suis pas cassé la tête à dire les données sont alignées, j'ai un restrict, j'ai tout un tas de trucs, j'ai juste dit au compilateur vectorise et ça déchire. Et ça, c'est bien. Mais c'est pas fini. Parce que, bon, je suis un peu taquin et moi, je peux écrire une fonction en intrinsèque qui réduit encore plus vite et on va voir pourquoi. Donc, en entrelaçant les calculs, et donc là, je peux vraiment battre le compilateur encore une fois, moins qu'avant. Parce qu'avant, vous voyez que avant, la vectorisation par défaut, c'est ça et on arrive là. Et là, on est là et on arrive là. Donc, vous voyez que c'est quand même appréciable. Et l'idée, c'est un peu de vous montrer comment tout ça, ça fonctionne. Comment est-ce qu'on peut aller aussi vite quand on réduit des données? Alors, comment ça marche? Alors, il faut se rappeler pour ça un petit peu ce que vous a présenté Adrien pour l'architecture CPU et se rappeler du pipeline de calcul. C'est-à-dire que vous vous rappelez, hein, vous allez chercher, vous cherchez votre première instruction. Une fois que vous décodez votre première instruction, vous allez chercher la deuxième. Une fois que vous exécutez, vous faites les appels mémoire de votre première instruction, vous décodez la deuxième, vous allez chercher la troisième, etc. Il y a une chose dans la réduction qui est importante, c'est ce qu'on appelle une dépendance arrière. C'est-à-dire que pour faire un calcul, pour faire le calcul d'après, vous devez attendre que le calcul précédent soit fini. Et c'est même pire que ça. Vous avez votre calcul, et vous devez attendre que le calcul soit fini, mais que le résultat du calcul soit disponible. Parce que ça aussi, ça prend du temps. Et dans une réduction, c'est un peu embêtant. Donc votre calcul, là, peut être
parfaitement vectorisé, hein, SSE4, AVX, AVX 512, donc x4, x8 ou x16, il n'y a aucun souci. Mais une fois que vous avez fini votre calcul, vous devez attendre que les données dans le processeur arrivent et soient de nouveau disponibles pour un prochain calcul. Et ça prend du temps. Bien sûr, c'est très rapide, mais quand vous voulez aller très très vite, ça prend du temps. Et là, vous me voyez venir, si je fais une réduction dans ces conditions-là, avec un seul accumulateur, je passe mon temps à attendre en fait. Et c'est un peu dommage. Surtout que là, mon calcul, c'est juste une addition. Donc pour le coup, ça coûte très très cher en termes d'attente par rapport à ce que j'ai. Donc une ruse qui marche très bien, c'est de se dire, bon, je vais utiliser deux accumulateurs. Donc c'est ce qu'on appelle un entrelacement. Donc c'est pas une vectorisation parce qu'on a déjà vectorisé, hein, c'est un entrelacement des calculs. Et là, on dit, pendant que je calcule, j'ai calculé mon premier élément sur mon premier accumulateur, j'attends que le résultat soit disponible, mais pendant que le résultat il n'est pas disponible, je peux faire un calcul sur un autre accumulateur. Je n'ai pas de dépendance entre les deux, ils sont parfaitement indépendants, donc tout va bien. Et là, si je pousse le bouchon jusqu'au bout avec ce petit schéma, vous voyez qu'avec quatre accumulateurs, j'ai un calcul à chaque fois et j'amortis tous mes temps d'attente. Et là, j'utilise vraiment au maximum mon processeur. Et c'est exactement ça qu'on fait quand on entrelace les calculs avec l'entrelacement 8 fois, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, petit arrêt sur l'image, petit ralenti. Donc, pour une présentation sur l'optimisation, c'est rigolo. Prenons la réduction vectorisée de base. Donc, les deux compilateurs, ils sont parfaitement ex aequo. Ils ont tous les deux pas vraiment le droit de faire ce qu'on va faire parce que là, ils gardent l'ordre et c'est un peu compliqué. Vous verrez le détail pendant l'école. Là, je ne vais pas donner tout le détail. Si je réduis avec des intrinsèques, voilà les performances que j'obtiens. Donc, j'ai déjà quasiment un facteur 10 quand même, hein. Donc, c'est quand même appréciable. Mais c'est pas fini. Parce que là, j'ai encore des bulles de. Enfin, c'est pas vraiment des bulles, c'est juste du temps d'attente qui sert à rien dans mon pipeline. Et je peux amortir ça. Si j'entrelace deux fois, vous voyez que j'ai déjà une amélioration qui est assez notable. Donc là, j'ai deux accumulateurs, hein, tout simplement. Si j'ai quatre accumulateurs, je peux gagner encore un petit peu. Alors, de moins en moins, parce que, bon, quand même, le processeur essaie de faire les choses intelligemment. Et 8 fois, là, on gagne encore un petit peu. Et c'est là où, justement, on arrive au maximum du mieux. Si vous entrelacez 16 fois, typiquement, vous n'allez pas avoir de meilleures performances à la fin, parce que vous avez utilisé trop de registres vectoriels en même temps. Et il y a un moment, on est limité aussi en nombre de registres vectoriels à utiliser, quoi. Donc voilà pour comment on peut optimiser une réduction de manière extrêmement rapide, parce qu'effectivement, le problème d'une réduction, par définition, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de calculs. Typiquement, si vous faites un calcul de barycentre, c'est-à-dire que vous avez un produit d'Adamar plus une réduction, là, comme vous avez plus de calculs, vous allez devoir entrelacer moins, parce que votre calcul est plus gros, donc votre temps d'attente est constant, hein, par rapport à votre calcul. Et donc, si vous arrivez à faire un autre calcul, en même temps, généralement, peut-être deux ou trois ou quatre entrelacements, ça suffit. 8, là, c'est vraiment parce que mon calcul, il est minuscule. Donc, ça, c'est bien, mais on va essayer de pousser un petit peu la technologie à son maximum et voir le point de rupture du truc. Donc là, jusqu'à maintenant, on a parlé de triadique. Donc, une triadique, c'est ça, hein, c'est x plus y. Donc, j'ai x, une opération y. Donc, j'ai deux opérandes, je fais un calcul et je donne ça dans un résultat. Ça, c'est une triadique. Les SL transform font des triadiques. Sauf que malheureusement, si moi j'ai une opération quadriadique, comment je fais? Je suis un peu embêté. Là, j'ai x plus y fois z. Ça arrive, hein, si on calibre, hein, typiquement, on aurait x moins y fois z, mais ça revient au même. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Là, en C++ classique, c'est facile. On fait une boucle for, comme d'habitude, et tout se passe bien. Et on ne voit pas pourquoi on se casserait la tête. En C++ 17, bon, il y a plusieurs méthodes. Alors, c'est pas forcément la plus élégante, celle-là. On va en voir d'autres, hein, bien sûr. Euh, Vous avez la technique du vecteur d'indice qui marche, enfin qui marche, qui n'est pas très élégante, mais qui marche. Euh, il faut que Vx et Vky soient des vecteurs, autrement il va rien tenter le compilateur. Enfin, là le back-end en l'occurrence de TBB, pas le compilateur, mais bon, les deux sont quand même très liés, comme je vous ai dit au début de la présentation. Donc c'est complètement vectorisé, ce qui est une bonne nouvelle a priori. On a besoin d'une table en plus, donc c'est pas très élégant. Vecteur d'indice, c'est mieux de pas en avoir, mais on verra ça après. C'est pas vectorisé si on utilise un for each, mais avec un transform, ça fonctionne. Et par contre, c'est pas vectorisé du tout si on utilise des pointeurs avec Vx ou Vky.
ou vecz d'ailleurs ici. Enfin, tous ces vecteurs-là, si c'est des pointeurs, c'est pas vectorisé. C'est embêtant. Alors, regardons les performances. Euh, alors, quand j'ai vu ça la première fois, j'ai été extrêmement déçu. Je vous le cache pas, parce que ça, c'est vectorisé. Quand on vectorise, généralement, on s'attend à ce qu'on ait des bonnes performances, et là, c'est une catastrophe, que les choses soient claires. Et quand on pousse un petit peu ce qui s'est passé, en fait, il y a beaucoup trop de branchements, donc de if, si vous voulez. Enfin, c'est des sauts, comme vous a expliqué Adrien sur sa présentation des CPU. Et il y a beaucoup trop de copies de données. Ça, c'est un gros problème. Alors, pour décortiquer ce genre de choses, on utilise Macao, hein. Enfin, ça, c'est mon petit chouchou. On aura un cours Macao à l'école, justement, pour ça, tout au long de l'école, sur les exemples, pour voir, justement, est-ce que le compilateur a bien fait son boulot correctement? Et ben là, non, hein, clairement, c'est pas le cas, c'est dommage. Donc, regardons la suite. Là, c'est pas vectorisé, mais il n'y a pas de copie. Donc, déjà, on va plus vite, ce qui est quand même appréciable. Je vous ai pas mis la partie, parce que pour le coup, si vous faites du C++ 17 depuis quelque temps ou que vous connaissez les lambdas, vous allez me dire, mais pourquoi j'ai pas passé mes vecteurs par référence? Si je passe mes vecteurs par référence explicitement, j'ai exactement les mêmes performances que si je passe un pointeur, et du coup, j'ai pas mis cette performance-là parce que les deux courbes se superposent et c'est pas très lisible. Mais voilà, si vous avez un passage, donc vous faites égal, virgule, éperluette, vec y, virgule, éperluette, vec z, vous allez avoir exactement cette performance-là parce que le compilateur n'a pas du tout vectorisé. Mais par contre, il fait pas de copie, donc ça coûte pas aussi cher que ça. Donc voilà. Comment j'ai fait pour arriver jusque-là? En fait, j'ai triché. Là, c'est vectorisé, mais j'ai utilisé un temporaire avec xy pour faire le calcul de x plus y. Et du coup, j'ai utilisé deux std transform. Parce que le back-end de calcul n'est pas encore suffisamment malin, ce qui est dommage, mais bon, un jour ça arrivera, hein, mais pour le moment, il faut faire deux state transform pour il soit capable de vectoriser parfaitement bien les deux, et du coup que le calcul soit efficace. Donc c'est un peu dommage, on aimerait bien que ça soit mieux, mais pour le moment, c'est le maximum qu'on peut avoir. Alors il y a une autre méthode, quand on fait des calculs quadriadiques, c'est les std view transform. Donc là, on va faire x fois y fois z parce qu'on ne va pas s'embêter à changer l'opérateur comme ça. Donc typiquement, ça va se faire en deux fois. Vous avez un view transform. Vous allez dire, je vais déclarer un calcul, mais que je vais pas encore dire comment je vais le faire, mais je le déclare. Voilà, là j'ai vec et vec y, donc avec un zip, et je fais x fois y. Voilà. Je dis pas quand je fais le calcul, je dis pas quand est-ce que j'ai besoin du résultat, mais peu importe. Et après, ce que je fais, c'est que je prends un vrai std transform avec une vraie execution policy, et je passe ma view, donc de mon calcul, dedans. Et là, je lui dis, bah, je récupère mon calcul donc comme un ST transform normal, hein, avec VXY. Donc là, j'ai XY, donc le produit de XY, et je fais fois Z ici. Et le compilateur comprend que bah, là, je fais d'abord X fois Y et après, je fais fois Z. Tout va bien. On peut aussi pousser le vice un peu plus loin en disant, bon, bah, j'ai un zip, hein, je peux faire autant de trucs que je veux, donc j'ai X, Y et Z. Je récupère mon tuple, je fais X fois Y fois Z. Et là, je fais juste que passer le calcul avec une execution policy de mon choix et je renvoie le résultat et tout va bien. Et ça fonctionne. Sauf que, bon, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de tableau explicite en plus d'indices parce que c'est quand même pas très élégant, il faut quand même le reconnaître. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le problème, c'est que c'est pas encore vectorisé parce que zip. Et en fait, zip, il renvoie des tuples. Et un tuple est considéré pour le moment par le compilateur comme des éléments qui sont contigus. Donc, comme je vous ai dit, les éléments sont contigus. On n'a pas le droit de vectoriser deux éléments côte-côte. Il faut que ce soit deux vecteurs séparés pour pouvoir faire le calcul simplement. Donc, ça ne vectorise pas. C'est un peu dommage. Mais voilà, là, on est au maximum du futur pour l'instant. Que ça soit avec G++ 11, 12 ou 13, hein, pour le coup, le 13 fait beaucoup plus de choses, mais la vectorisation, c'est pas encore ça. En tout cas, avec la toute dernière version que j'ai testée, c'est pas encore ça. Donc, on a l'espoir quand même que ça va avancer, hein, mais pour le moment, voilà, on en est là. Donc, pour rappel, donc là, c'est pas vectorisé, hein. Vous voyez que j'ai des éléments qui n'ont rien à voir entre eux les uns à côté des autres. Donc là, je ne peux pas vectoriser. Et si j'ai cette configuration-là, par contre, là, c'est parfaitement vectorisable parce que là, j'ai des éléments qui se parlent,
qui sont cohérents entre eux et d'autres éléments qui sont cohérents entre eux. Donc, par exemple, là, j'ai X et là, j'ai Y, donc tout va bien, ça va bien marcher. Là, ça ne marchera pas, le compilateur ne va pas autoriser la vectorisation et les tuples, bah, pour l'instant, sont considérés comme étant là-dedans. Alors qu'en vrai, bon, on aimerait bien que le compilateur soit assez malin pour se dire, ah, finalement, c'est plutôt comme ça. Mais bon, dans le futur, certainement, le back-end sera assez malin et fera les choses correctement. Pour le moment, ça compile, ça calcule, mais c'est pas encore assez optimisé pour vraiment que ça soit utilisable en production. Mais ça existe. Donc, c'est déjà une bonne chose de savoir que ça existe. Pour conclure, donc, C++ 17, 20 et 23, les algos. Donc là, je vous ai présenté les transforms, mais ouais, vous avez les reduce, où on a vu un petit peu. Vous avez des étuis, vous avez tout un tas de trucs. Il y en a des centaines, des algorithmes, enfin, il y a 150, quelque chose comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous allez forcément avoir ce qu'il faut là-dedans. Donc, c'est très puissant, mais ça marche que pour les triadiques pour le moment. C'est un peu dommage, mais bon, faut leur laisser le temps d'avancer leur bibliothèque, hein. C'est très très simple pour vectoriser et voir pour la réduction, c'est plus efficace que quand on en réduit à la main avec une boucle explicite, donc c'est quand même une très bonne chose. On peut faire du calcul sur CPU et GPU, mais ça on verra ça dans un autre webinaire un peu plus tard pour vous montrer comment on fait de la sorcellerie sur GPU avec C++, parce que c'est possible. Les view transforms, c'est très puissant, mais par contre, bah, en termes de vectorisation, pour le moment, bah, faut attendre que le back-end fasse son boulot et soit complet. Et faut quand même garder en tête à l'angle de la rue, dans pas longtemps, on aura C++26 avec l'algèbre linéaire. Alors, pas que, mais entre autres. Et pour le coup, ça va faire vraiment du bien d'avoir ça parce qu'après, vous faites du calcul avec de l'algèbre linéaire en C++ et vous vous affranchissez de tout ce qui est en dessous. Ça va permettre d'avoir de très, très grosses performances, surtout si vous avez bien calculé votre coût et que vous avez des données qui sont ordonnées de manière simple, comme on a vu au tout début de la présentation. Et je vous remercie de votre attention et je réponds à vos questions si vous en avez. Merci Pierre. Attends, des questions? Bah, Adrien, tu peux prendre la parole, hein. J'ai vu que tu avais mis un petit message. Bah, après, si tu as les Ouais. messages dans le chat, tu peux les prendre dans Alors, j'ai mis l'ordre, mais... quelques trucs, Ouais. ouais. Ouais, mais Alors, vas-y, vas-y. première question, donc j'ai vu que c'était basé sur Intel TBB actuellement, l'implémentation de GCC de tout ça, et de Clang d'ailleurs, je crois. Oui, oui, oui. Euh, Est-ce que quelqu'un a testé si TBB ça se comporte bien sur les CPU ARM, vu que maintenant on en a dans les Mac, on commence à en avoir dans les centres de calcul. Et c'est fait par Intel, donc c'est pas forcément garanti que ça se passe bien chez le concurrent. Alors moi, j'ai pas essayé. C'est un truc que je veux faire depuis longtemps. J'espère avoir le temps d'essayer avant l'école, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc, je vais pas m'aventurer. De ce que j'ai pu voir, j'ai plutôt des bons retours, mais je vais quand même tester moi-même avant de vous dire des conneries. Donc, normalement, ça devrait se passer plutôt pas mal. Typiquement, le HPC SDK tourne sur ARM sans aucun problème et leur backend, c'était BB. Donc, pour le coup, ils ne sont pas amusés à réimplémenter ce truc-là. Mais voilà, on fera le test explicitement à l'école pour le cours. J'ai pas encore le temps de le faire, mais je le ferai pour l'école, ça c'est sûr. Donc en attente, mais en juillet, vous aurez la réponse. Il y a la même question sur AMD. Alors sur AMD, alors là, il y a des trucs qui sont en train de se passer. Bon, pour la partie GPU, on va plutôt attendre le webinaire qui est prévu pour ça, ça sera plus raisonnable, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, et si je vous fais un autre webinaire maintenant tout de suite, bon, mais il est déjà prêt, mais voilà, c'est mieux d'attendre ça pour la prochaine fois. Là, ça ouvre les possibilités de faire du code sur CPU et GPU. Et la prochaine fois, on verra à quel point ça fonctionne, jusqu'où on peut pousser le truc pour que ça marche. Mais ouais, là c'est vraiment que CPU et c'est normal. Donc, soyez patient, ça arrivera. Après, donc ce que j'avais mis ensuite, c'était plus des commentaires que des questions. Mhm. Donc déjà, pour les gens qui, comme moi, ont un peu de mal avec le fait de devoir remplacer toute leur structure de données par des appels manuels à un allocateur aligné et avec des built-in assembly qui vont avec, il y a une alternative possible qui n'est pas forcément mieux, ça dépend du contexte du code, c'est d'avoir des tableaux d'un type qui représente un vecteur SIMD qui est aligné. Mhm. Ça, du coup, l'intérêt, c'est que l'allocateur de votre conteneur préféré, il va voir que l'alignement du type, c'est celui d'un vecteur SIMD, il va allouer avec le bon alignement automatiquement. Et derrière, le compilateur, il sait qu'il manipule les données avec le bon alignement aussi, donc il va pas vous embêter avec les built-in assembly line. L'inconvénient, c'est ça marche moins bien quand vous gérez pas les conteneurs, mais que vous récupérez des conteneurs que quelqu'un d'autre vous envoie.
C'est pour ça que je dis c'est pas toujours approprié, mais quand ça marche, ça aide bien. Oui, c'est une bonne chose. Bah après, nous, ce qu'on fait, c'est un peu la technique de feignant, c'est on utilise des STD vectors, mais on fait un type def pour dire, bah, mon STD vector, c'est un STD vector un peu particulier qui a mon allocateur qui va bien. Et on réutilise le type def plutôt que de mettre STD vector explicitement partout. Voilà, c'est Après, aussi une bonne technique qui marche, quoi. il y avait pas mal de discussions sur les options de compile aussi. Donc en gros, il y en Mhm. a pas mal que tu précises qui sont redondantes. Dans les versions actuelles de GCC, F3 Vectorize est impliqué par O2. Avant, c'était impliqué par O3. Et Oui, sauf qu'il Emarch vectorise pas. Là, clairement, il vectorise pas avec O2. dans GCC 13, enfin 12 et Ah, dans, 13. dans G++ 13, oui, là c'est le 12 et 11 que je vous ai 13. montré. Le 13, ça sera pour l'école. Mais oui. Donc en 11, c'est O3 qui implique F3 Vectorize. Mm. Et avant aussi. Et Pas pareil 11, pour M. enfin, pas G++ 11 pour le coup, mais. Et pas. Si. Bah non, 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 là, pour le coup, je vous ai montré les tests de performance. Donc non, 13, oui, mais 11, non. C'est le dernier 11 que j'ai là pour le coup. J'ai refait mes tests hier pour être sûr que c'était bon. Non, non, le 11, non, absolument pas. Mais le 12 et le 13, oui. Ça a changé après. Mais vous aurez tous les tests de performance à l'école, il n'y a pas de souci. Mais oui. Mais le 11, non. Le 11, tu n'as plus besoin de mettre AVX2. Le M AVX2, tu n'as plus besoin de le mettre. Mais il faut encore que tu dises explicitement que tu vectorises. Bah, en tout cas, dans la doc de GCC 11, il y a écrit que O3 active F3 SLP Vectorize et F3 Loop Vectorize, qui sont les deux morceaux de F3 Vectorize. Mais Ouais, en fait, il doit essayer de vectoriser, mais il n'y arrive pas, je pense. C'est c'est plutôt un ça, truc ouais, comme il ça. essaye et il n'y arrive pas, ou il essaye, mais Par contre, il peut le pour que faire ça de marche, manière faut partielle activer aussi. aussi les marches. Je sais pas si tu le faisais dans ta version en O3. Oui, 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 je fais tout. Je Ok. fais toujours le F3 Vectorize avec le Arch Egal Native et le Tuning Egal Non, Native. mais je veux dire, quand tu, pour avoir la vectorisation de bonne qualité avec O3, il faut O3 plus le marche. Ça, par contre, on s'en affranchit pas. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, ça j'ai pas testé. Mais, Voilà. enfin, Et quoi que j'ai aux, pas testé. Si, j'ai testé, mais je l'ai pas mis dans le et au webinaire. truc que j'ai vérifié dans la doc, marche implique Mtune. Bah ça a pas toujours été vrai. Et comme je vais pas me faire bananer si je change de compilateur, je, je l'explicite. Mais effectivement, bah, c'est comme le MAVX2, je le mets toujours, même si je fais du G++ 11, 12, 13, alors que c'est plus nécessaire. Mais je le mets toujours comme ça. Je me rappelle quand même, quand je compile, je me rappelle que voilà, je suis sur telle architecture quand je vois passer les commandes de compilation. Voilà. Après, c'est juste pour moi, pour simplifier la vie. Mais effectivement, c'est plus nécessaire, mais au moins tu sais ce que tu es censé faire, quoi. Et après, tu en as quand même besoin si par exemple tu es sur une architecture et tu veux compiler sur une autre. Ça, faut toujours le faire, de toute façon. Mm. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Hmm, ok, c'est très bien. Sergueï, oui, tu peux prendre la parole, hein. N'hésitez pas à vous démuter, à prendre la parole, hein, pour les questions. Oui, merci. Merci pour la présentation, très intéressant. Ma question était sur comment ça se compare avec les bibliothèques headers only, style Eigen, Ah, Armadillo, etc. Est-ce que donc l'utilisation de ces bibliothèques c'est contraire à toutes ces options donc il faudra revenir à la base telle que vous la présentez ici, ou on c'est peut vrai que. continuer à les utiliser et Ah, ça moi, peut marcher. moi, j'ai beaucoup utilisé Eigen et Armadillo quand j'étais jeune. Après, ça fait quelques temps que je m'en suis pas servi parce que là, du coup, j'ai plutôt regardé les nouveautés là-dedans, sur les STD algorithmes et choses comme ça. Euh, Après, pour moi, c'est bien de savoir que ça existe. Euh, Après, si tu fais du Eigen, continue à faire du Eigen et a priori ça va marcher. Eigen, il fait des choses qui fonctionnent bien aussi, hein. Euh, effectivement, ça serait permis de rajouter une petite partie de comparaison à l'école. C'est juste qu'on voulait pas qu'il y ait trop de bibliothèques différentes. Il y a déjà beaucoup de technologies qui sont abordées à l'école. On pourrait faire une petite partie comparer Eigen avec les STD algorithmes. Mais après, le truc, c'est que c'est pas complètement fair-play parce qu'Eigen fait beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense pour être vraiment fair-play, il faudra attendre C++26 en fait pour avoir la l'algèbre linéaire qu'il n'y a pas du tout pour l'instant dans C++. Mais certainement que pour le moment, Eigen doit être un peu meilleur. Parce que bon, le backend, vous avez vu, il est un peu jeune, hein. Il y a encore des trucs qui marchent pas. Enfin, il y a des trucs qui compilent, qui fonctionnent, mais qui sont pas au max de ce qu'on pourrait avoir comme perf. Donc, c'est peut-être encore un peu jeune, mais l'idée, c'est voilà, de vous dire aussi ça existe maintenant, c'est en train d'arriver. C'est pas complètement au point, mais
C'est un peu le futur. Mais après, certainement qu'il faut attendre encore un petit peu avant de passer vraiment là-dessus. Mais sur des petits tests, commencer à jouer avec. Je pense que c'est une bonne chose. Après, là, sur les exemples que je vous ai montrés, on atteint les performances, alors pas de la machine parce que je peux faire mieux, mais sur les state transform, enfin sur un produit d'Adamar ou des choses comme ça, où les calculs sont relativement simples et les éléments sont les uns après les autres et tout se passe bien, on a des très bonnes performances. Après, bon, quand c'est des quadriadiques, il faut rajouter des temporaires parce qu'il n'est pas très malin le back-end, mais sur des calculs simples, ça marche encore très bien. Mais dès que c'est complexe, pour le coup, je pense que Eigen va être bien meilleur. Sur le calcul 5, je pense qu'il y a moyen qu'il soit ex aequo, mais dès que c'est plus complexe, faut laisser le temps à ce back-end de mûrir un petit peu, je pense. D'autres questions pour Pierre? Ouais, je sais pas si c'est vraiment une question, mais c'est quand même assez décevant à la fin d'avoir des performances qui marchent que dans des cas hyper triviaux. En général, quand on a un calcul à faire, il n'y a pas juste une réduction, il y a des trucs plus compliqués. Voilà. Donc voilà. Ah, mais ça, je vous ai dit au début, hein, je vous ai pas menti, je pousse la technologie à son maximum, et là, pour l'instant, bon, le maximum n'est pas super glorieux, mais voilà. Après, pour le moment, le compilateur le plus à jour, c'est G++13. Et il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas encore de manière optimale et je vous ai pas tout présenté, mais il y a encore beaucoup de choses. Il y a beaucoup de très très bonnes idées, mais qui sont pas encore assez bien exploitées, je trouve, enfin, en termes de performance. Mais voilà, ça existe, c'est pas encore prêt. Donc je vous ai dit, on est au maximum du futur, mais je pense que c'est quand même bien de savoir que ça existe, parce que même après, vous, de votre côté, quand vous développez, vous pouvez dire, OK, moi j'ai mon calcul, donc je me fais une fonction qui fait ce calcul-là donc à l'ancienne, parce que je sais que ça marche, ou avec Eigen, ou peu importe, mais je l'écris de telle manière que je vais pouvoir la remplacer facilement quand ces méthodes-là seront prêtes pour avoir un autre back-end de calcul facilement. Je pense qu'on va beaucoup vous embêter avec ça pendant l'école. Ne vous enfermez pas sur une techno, essayez d'ouvrir à chaque fois, de dire, bon, bah, j'ai un back-end de calcul, j'en prends un autre, j'ai une autre méthode pour faire des tests, et j'ai pas à tout réécrire mon application si je change, je passe de Eigen à TBB, par exemple, ou de Eigen à Armadillo. Voilà, ça, c'est pas raisonnable. Donc après, ça peut aussi vous faire une petite porte d'entrée pour vous dire, bon, j'ai déjà tout mon calcul qui est fait avec Eigen et qui déchire. Bon, bah, je vais prendre un stagiaire ou je vais essayer moi-même de faire le truc et puis je vais faire un autre petit back-end de calcul et comme ça, le jour où ça arrive, bah, vous êtes prêt. Parce que C'est effectivement une bonne chose, ça, effectivement, c'est ça. de Parce que pouvoir être flexible sur hmm, sur les back-ends. on va vous embêter pendant toute l'école là-dessus. Parce que choisir une technologie en regardant très fort une boule de cristal pour dire c'est celle-là qui va gagner, tout le monde a tort. Mais par contre, si vous êtes souple et que quand vous faites votre calcul, vous savez que vous avez un back-end et que vous pouvez changer votre back-end, et bon, vous devez réécrire votre back-end, mais que votre back-end n'est pas tout le reste, là, vous avez gagné. Parce que même si vous avez fait le mauvais choix, ce qui arrive forcément, parce que vu que toutes les technologies qu'il y a, on va vous en présenter beaucoup, mais il y en a quand même beaucoup. euh, Bah, si vous en choisissez qu'une seule, évidemment, vous allez tomber faux. Statistiquement, c'est normal. Et même si on part, prenons un scénario idéal. Prenons SQL. SQL, ça déchire. Super. Je fais tout mon truc en SQL. Mais en C++, je sais pas, 32 ou plus tard, quand SQL sera absorbé dans le standard, ça sera plus du SQL. Ça sera du STD, View Transform ou des choses comme ça qui seront plus génériques. Du coup, bah, votre code, il marchera plus si vous n'avez pas un back-end de calcul. Même si vous avez déjà fait du SQL. Donc en fait, même ça, c'est faux. Donc voilà, on va vous embêter beaucoup sur le génie logiciel parce que c'est très important. Et c'est aussi pour ça qu'on fait une école sur autant de technologies différentes. C'est pour vous montrer que il y a pas une technologie qui est meilleure que les autres. Mais par contre, il faut savoir être souple. Il faut savoir regarder un peu ce que fait le voisin. Regardez, tiens, mais eux, comment ils résolvent ce problème. Voilà. On va vous embêter pendant toute l'école avec ça. Et même à partir de maintenant, d'ailleurs. Voilà. Ouais. Et encore un autre petit commentaire Oui. un peu négatif ou je sais pas quoi, mais il y a 20 ans, on nous disait déjà, enfin, certaines personnes disaient déjà qu'il fallait pas vectoriser à la main, que les compilos allaient le faire très bien. Et 20 ans après, on se rend compte que c'est toujours pas vraiment le cas, quoi. Enfin, dès que c'est pas Bah trivial, après, voilà. c'est vrai que là, on n'a pas mis de webinaire pour vous expliquer comment fonctionne un compilateur. Il y a un cours
dédiés là-dessus à l'école. Vous allez voir que c'est une énorme galère de développer un compilateur, de faire les choses correctement, et que ça implique beaucoup de choses. Et justement, on va aussi vous faire un cours là-dessus, pas pour que vous soyez capable de développer un compilateur, mais pour que vous puissiez avoir un aperçu de l'énorme galère que, que gèrent les personnes qui développent des compilateurs. Donc, c'est pas du tout trivial. Et bon, d'accord, là, on montre des trucs qui marchent pas parce que voilà, l'idée c'est d'aller jusqu'au maximum de ce qu'on peut faire. C'est très compliqué à développer un Et compilateur. une partie du problème pour les compilateurs, c'est que chaque fois qu'ils transforment le code d'une façon ou d'une autre, notamment pour optimiser, ils doivent prouver que le code transformé fait Oui, la même chose que le code d'origine, ce qui demande d'avoir une définition de la même chose, ce qui, quand on fait du calcul flottant, notamment, est compliqué. oui. D'ailleurs, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, j'ai oublié de vous le dire quand je l'ai présenté. Pour la réduction, typiquement, pourquoi le compilateur est moins bon que ce que moi j'arrive à faire? C'est très simple. Un compilateur, pour un compilateur, un programme, c'est un graphe. Et pour optimiser un programme, vous faites de la théorie des graphes. Le compilateur n'a pas le droit de changer le graphe d'entrée par rapport à ce qu'il va écrire à la fin en binaire. Et faire l'entrelacement que je vous ai montré, ça change le graphe. Le compilateur n'a pas le droit de faire ça. Mathématiquement, il n'a pas le droit. Donc, moi, je suis développeur, j'ai le droit. Je fais ce que je veux. Si mon résultat est faux, c'est de ma faute. Le compilateur n'a pas le droit de prendre cette liberté-là à cause de la théorie des graphes. Donc, des fois, le compilateur, c'est pas qu'il est bête, c'est que mathématiquement, il n'a pas le droit de faire ce que vous pouvez faire en optimisation parce il doit garantir que les résultats sont les mêmes. Chose que vous pouvez vous affranchir euh, parce que si vous développez typiquement le coût du unsec, qui est beaucoup plus rapide que le sec quand on fait le reduce, c'est aussi ça. Je dis au compilateur, l'ordre n'a pas d'importance. Ok, bah du coup, il va faire les choses comme moi je le ferai avec les fonctions intrinsèques de base. C'est aussi pour ça qu'on a développé avec des fonctions intrinsèques. Je ne vous dis pas qu'il faut développer avec des fonctions intrinsèques, pas du tout. C'est juste qu'avec ça, je peux vous montrer, voilà, le maximum de ce qu'on peut avoir, c'est ça. Et le compilateur est quand même pas loin. Donc, en vrai, ça va. Prenez le compilateur. Mais le truc, c'est qu'il faut avoir une méthode derrière. Alors après, je n'ai pas écrit explicitement fonction intrinsèque, hein, le faites pas. Moi, c'est plutôt développé avec des fonctions plus haut niveau, un peu comme du XCMD ou des choses comme ça. C'est pas des fonctions intrinsèques directes, parce que là, pour le coup, c'est pas portable du tout. Mais voilà, l'idée, c'est de vous montrer aussi au maximum, voilà, pour faire une comparaison honnête, il fallait aussi que je puisse vous montrer le maximum de ce qu'on peut avoir en performance. Et là, pour le coup, j'étais obligé de passer par les fonctions intrinsèques parce que le compilateur, il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Pierre, Oui. je voulais réagir là, parce que je vois aussi qu'il y a des choses qui se disent dans le chat là. Mhm. Tu disais, pour être tranquille, il faut s'abstraire, faire un code très générique et puis un back-end derrière qu'on peut changer le jour où la mode Mhm. change sur quelle est la techno à la mode. Bon, c'est facile à dire, hein, mais je suis pas sûr qu'on ait d'ailleurs au programme de l'école comment j'écris un code générique pour s'abstraire et changer le back-end quand Bah, je veux. ça dépend du calcul, mais moi je peux donner l'exemple, bah, c'est l'exemple que je vais donner à l'école, d'ailleurs c'est l'exemple de l'analyse qu'on a dans CTA. Eh Nous, ben écoute, on a ok. un back-end CPU, j'ai fait un back-end CUDA, là j'ai mon stagiaire qui est en train de faire un back-end NVC++. Voilà, c'est une fois que tu t'es posé la question, après, il faut se poser la question dès le départ. C'est sûr que si tu as un plat de spaghettis et qu'à la fin, on te dit il faut changer le back-end, ça va être compliqué. Mais si tu dis, bon, j'ai une interface, j'ai une frontière claire entre mes données et mon calcul, et il n'y a que ça que je veux faire et pas autre chose. Genre, nous, c'est tout bête, hein. J'ai des données en entrée et j'ai des données en sortie avec une config. Et c'est tout. C'est ça notre interface, hein. C'est aussi bête que ça. Si vous arrivez à faire des choses comme ça, derrière, votre back-end, vous êtes le roi du pétrole. Vous changez de back-end, vous faites ce que vous voulez. Vous ne redéveloppez que la partie qui vous intéresse en termes de calcul et pas le monde entier, parce qu'évidemment, le monde entier, il y a un moment, voilà. Ouais, C'est alors ce genre de choses, quoi. pour poursuivre ma remarque, tu Mhm. présentais SQL comme une implémentation possible. Non, là, je suis pas très d'accord avec cette idée. Oui, oui, C'est-à-dire que c'est SQL utopique, hein. Oui. essaye justement de proposer un moyen d'abstraire son calcul avec Mhm. 3 millions de back-end derrière. Alors évidemment, comme il y a pas mal de gens qui prétendent tous qu'ils vont faire l'abstraction générale idéale, bon bah ensuite faut choisir et puis laquelle va gagner. Parce que de même manière que c'est difficile de deviner qui va gagner au niveau des implèmes, c'est aussi difficile de savoir qui va gagner au niveau des technos de généralisation ou d'abstraction des problèmes.
Donc SQL essaye de faire ça. Est-ce que ça sera, est-ce qu'il y a d'autres choses où il y a des surcouches comme Adrien souligne que voilà, Cocos, Alpaca et compagnie vont peut-être se mettre au-dessus de SQL et puis SQL peut-être un jour sera au-dessus de Cocos. Non, ça n'arrivera pas. Mais bon, c'est la guerre des interfaces Oui, d'abstraction, oui, mais mais bon, justement. SQL, c'est pas une implémentation, c'est une des tentatives de justement Oui, exprimer ton t'as une problème de façon interface générique. propre, ouais, mais justement. Mais c'est pour ça, comme en C++, le comité de standardisation, justement, leur but, c'est de créer les interfaces, justement. Si SQL ou Cocos ou peu importe a une interface qui est très puissante et qui permet de faire des choses et qu'après on peut avoir le backend qu'on veut, parce que là il se trouve que voilà, vous prenez n'importe quel compilateur a priori, enfin tout ça, vous prenez G++, vous prenez Clang, vous prenez NVC++, peu importe, le backend de calcul CPU c'est TBB, point barre. Parce qu'ils se sont tous mis d'accord, parce que comme c'est une grosse galère à écrire, ils n'allaient pas le faire plusieurs fois. Ils en ont fait une fois et puis voilà, ils réutilisent. NVC++, il y en a un autre back-end de calcul qui est Thrust pour faire du GPU, mais après, rien n'empêche de dire, ah bah tiens, bah mon back-end, bon, de toute façon, c'est les gens qui font les compilateurs qui vont décider à la fin de quel back-end ils font. Les gens du comité de standardisation, ils ont juste dit, bon, bah c'est ça l'interface. Après, les gens du compilateur disent, bon, bah ok, bah nous, on va faire ça, du coup, parce qu'on veut pas se prendre la tête. Mais c'est pour ça, comme SQL, enfin, comme toutes ces bibliothèques-là, elles veulent avoir une interface qui est générique. Essayez de vous inspirer de ça dans vos projets à vous pour voilà, une interface aussi générique, pour vraiment pouvoir plugger un back-end de calcul comme vous avez envie, comme vous pourrez plugger, par exemple, je sais pas, un back-end pour faire des configurations, pour pas écrire votre truc à la main, de ce genre de choses, ou un back-end pour, je sais pas, pour gérer les J'allais données dans votre programme, par exemple. Voilà. Et j'ai une petite question encore là, à propos de TBB, je rebondis. Mhm. C'est vraiment mieux que OpenMP là, TBB pour le multithreading là, parce que moi j'ai jamais utilisé. Je Alors, suis plutôt content d'OpenMP. ah non, mais C'est plus haut niveau. OpenMP, c'est bien. C'est juste après TBB, les threads sont très agressifs. TBB a une fâcheuse tendance. Alors après, c'est TBB 1 pour l'instant, un point, je sais plus combien, qui est utilisé par les compilateurs. Euh, donc il y a moyen de lui dire de pas utiliser tous les cœurs de la machine, mais globalement, tu arrives sur la machine, il regarde combien il y a de cœurs et puis il prend tout. Donc, si tu veux pas vectoriser sur tout, ou paralyser sur tout, ça va être un peu compliqué. Il y a moyen de le faire, mais c'est pas très élégant. TBB2, c'est mieux, mais bon, pour l'instant, c'est pas encore forcément utilisé. Euh, Après, en termes d'utilisation, moi, le truc que j'apprécie beaucoup avec TBB, c'est que je fais un STD transform ou un STD for each ou peu importe, et il gère la parallélisation à ma place. Et il n'y a pas de problème. Euh, Après, OpenMP, bah, ça marche très bien aussi, hein. Donc voilà. Mais après, moi, comme TBB, c'est un peu plus nouveau, je me suis dit pourquoi pas présenter un peu Peut-être TBB. une remarque, mais Oui. il y a des plus spécialistes que moi, donc vous me rectifiez si je dis une connerie, mais a priori, OpenMP, tu attaques directement les threads, alors que TBB, il met une surcouche, il Mm. gère plutôt des tâches qui ensuite vont être distribuées sur les threads, et Mm. tout ça est fait Bah, un peu plus intelligemment. en fait, OpenMP, son abstraction de base, c'est le parallèle fort. Alors oui, techniquement, il y a des tâches parce qu'il fallait qu'ils en fassent eux aussi, mais c'est vraiment pas très pratique à utiliser. Alors que TBB, son abstraction de base, c'est le join. Mm. On donne deux opérations et on dit bah, le thread actuel va commencer à effectuer l'opération de gauche et il laisse l'opération de droite à disposition pour les autres threads s'ils souhaitent la prendre. Et en fait, le fait d'être basé sur le join plutôt que sur le for, ça se prête davantage à faire de l'équilibrage de charge dynamique après. Ce qui était à la base le grand truc de TBB avant que OpenMP l'intègre plus tard. Mathieu Dubois, c'est moi qui ai posé la question justement sur comment faire des couches d'abstraction pour pouvoir changer de techno. Donc c'était très intéressant hein, la discussion. Merci pour ça. Je me disais juste, est-ce que justement là, bon, pour disons le programmeur qui a pas forcément, qui est pas expert de tous ces trucs-là, la solution c'est d'attendre que ça soit standardisé et que les implémentations mûrissent un peu Alors moi, plutôt que franchement, d'aller directement. Ouais. c'est vrai que moi, franchement, je suis plutôt dans ce camp-là. C'est juste qu'il nous fallait une solution pour notre analyse à nous, donc on a déjà franchi le pas. Mais c'est vrai que si vous pouvez attendre, attendez, ça sera certainement bien mieux quand le langage aura évolué et aura intégré tout ce genre de choses, parce qu'après, derrière, c'est le compilateur qui va faire son boulot et vous n'avez plus à vous en soucier. Donc pour le coup,
Pour le coup, oui. Et, Quitte à choisir ouais, un camp, je choisirais plutôt celui-là, même si là, on a plutôt été contraint de faire les choses différemment. Parce que bah, les back-ends, comme vous avez vu, ils existent, et c'est bien. Mais voilà, on n'a pas les performances qu'on pourrait espérer quand même. Donc voilà. ouais. Et du coup, je vois là pour C++26, donc il prévoit des bibliothèques d'algèbre linéaire standard. Alors, il y a beaucoup plus que ça, mais c'est Ouais, une des parties que moi, j'apprécie beaucoup. Mais on verra dans l'école qu'il y a beaucoup plus que ça. Mais d'accord. faut pas attendre. Là, je vais contredire un peu. Faut chercher d'autres. Parce que c'est prévu pour C++26 et Hmm, les compilos, ils vont le supporter quand de façon correcte en en ouais. 2030. Enfin, alors, si vous pouvez Oui, attendre 2030, ça et va, mais puis sinon, je tiens à rappeler que les concepts C++ étaient censés faire partie de la norme C++11. exactement, hein. Il a fallu 10 ans après la deadline annoncée Ouais, pour qu'il En ouais. même temps, sorte. l'algèbre linéaire, ça fait hyper longtemps aussi Voilà. qu'ils Oui, attaquent et qu'ils Donc veulent un l'avoir, truc qu'ils qui veulent est l'avoir. annoncé en C++26, bon, Si, bon, si, moi j'y crois. Par contre, le support correct par tous les compilos intéressants derrière, ça bah, sera en encore gros, plus si tu tard. regardes ce Donc, qui est proposé pour C++26, c'est ils veulent mettre le BLAS dans la bibliothèque standard, c'est-à-dire hmm. ça va être des interfaces à base de fonctions libres complètement dégueulasses, quoi. Donc pas des trucs qu'on aura envie d'utiliser tout de suite. Euh, On Qu'est-ce que sent, tu on appelles sent. des fonctions libres? Au sens où il n'y a pas, par exemple, des types matrices avec des opérateurs somme, multiplier, c'est tout avec des appels de fonction, imbriquer des appels de fonction, imbriquer des appels de fonction, imbriquer des appels de fonction, quoi. Ok, je suis pas sûr que je vois bien la différence, mais je, je te fais confiance. Alors juste pour bon, enfin, il me semble que les compilateurs, par exemple GCC, ils ont tendance à implémenter un petit peu en avance aussi les spécifications. Donc on peut aussi, par exemple, utiliser ça. Alors bon, disons pour C++26, on peut imaginer que vers fin 2024, fin 2025, enfin 2025, il y a déjà un support un peu partiel et donc on peut imaginer aussi utiliser ce support expérimental pour commencer à porter une appli. euh, Oui, oui, pas c'est forcément en production, mais au moins enfin, c'est vrai pour pour jouer les avec, quoi. nouveautés syntaxiques, hein, pour la bibliothèque, Ah, peut-être. ça arrive moins vite. Ouais. Oui, il faut leur laisser le temps, c'est toujours pareil, hein. Ça prend du temps à faire tout ça. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant comme discussion. Par contre, ce qui est vrai, c'est que souvent, enfin maintenant, avec les nouveautés C++, avant que ça soit soumis, validé, etc., il circule une implémentation expérimentale par un Mm. tiers, qui est celui qui porte la proposition souvent et qui parfois effectivement est accessible en avance et permet de bosser avant avec. Oui. Bah, celles de Euh, C++26 sont déjà disponibles d'ailleurs. Ah, voilà, d'accord. alors l'algèbre linéaire, c'est quand même un gros morceau, hein. Oui, Ouais. oui. Quand c'est un petit truc entre guillemets, comme STD format ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, on trouve vite la bibliothèque avant, mais algèbre linéaire. Oui, D'ailleurs, c'est un gros morceau. Oui. si tu coupes le partage de minutes, je peux montrer un exemple de code qui utilise l'algèbre linéaire C++26, ça vend pas Ah, du rêve, bah. hein. Non, mais On après, veut voir, on veut Et voir. moi, je montre l'exemple du papier du standard, hein, donc ceux qu'ils ont mis pour faire la pub de leur truc et dire que c'est le mieux qu'ils pouvaient faire, hein. oui, non, mais après, c'est pareil, il faut laisser le temps au truc de mûrir. Enfin, Enfin, tu vas pas déjà cracher sur C++26 alors que c'est même pas sorti. bah si. Oh là là. On sent que la semaine prochaine, tu fais la présentation sur Rust, hein, parce que dis donc. Je vois que Pierre ne veut pas lâcher le partage, hein, il veut Mais pas que non, tu mais attends, montres. pour une fois que j'arrive à partager mon écran. Non, non, mais moi Parce je que... vais voir ce qu'Adrien a à dire. Ça m'intéresse Ah, là. puis à un moment, il va falloir qu'on s'arrête aussi. Non, non, mais attends, laisse parler Adrien. Ouais, vas-y, vas-y, Adrien. Au pire, je te couperai au montage, c'est moi qui Je fais le vous remets le montage. son. Ouais, c'est ça. Ah bah oui, Hein, bah, il y a un moment. Voilà. ça fait la Donc un transition sur exemple la semaine prochaine. de Bah l'algèbre exactement. linéaire version C++26. Donc vous voyez, vous commencez par faire des vecteurs. Après, vous devez refaire une surcouche par-dessus vos vecteurs, faire des triples boucles for rien que pour l'initialisation. Et à la fin, vous avez le droit Oui, non, de mais refaire des alors, MD-span dans vos MD-span pour finalement faire vos modules matrices vecteurs. non, mais alors C'est ça, ça c'est qui va stabiliser dans non, alors C++26. ça c'est moche parce que les boucles fortes, tu peux les virer avec d'autres initialisations. Justement, les algos, ils arrivent à gérer ça très très bien. Donc ça, tu vois, ça c'est pas bien. Ça c'est de la mauvaise foi. Tu peux Non, faire sauter j'ai les pris le boucles papier du fortes. standard. Là, regarde, je suis sur openstd.org. C'est littéralement ce qu'ils mettent pour faire la pub de leur truc, hein. Oui, bah c'est une très mauvaise pub, mais tu peux faire ça différemment. Ouais, non, tu peux faire ça de manière beaucoup plus classe. Il y a un moment, voilà, pour Pierre, faut que initialiser tu des ailles fonds. les aider. Bah je sais pas, moi c'est Vincent qui travaille là-bas. Normalement, c'est lui qui devrait.
Tu devrais les embêter en disant c'est n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc horrible. Mais oui, oui, justement, tout le principe du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment faire sauter les boucles for. Donc évidemment, là, il y en a, mais vous pouvez les faire sauter avec des transforms ou des for each ou peu importe, des generate ou des machins. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour ça, hein. Alors, sachant que la raison pour laquelle c'est pas si simple de la faire sauter qu'ils l'ont fait comme ça, je pense, c'est que ils ont une initiation qui dépend de l'indice. Sinon, c'est facile. Oui, bah après, bah si, tu peux le faire. Bah, le truc, c'est comment il s'appelle déjà? Bon, peu importe. Mais ouais, il y a encore des algos qui sont très puissants, mais qui ont pas encore l'execution policy, en fait. Genre le HETWI, par exemple, ou les trucs comme ça, tu sais, quand tu initialises ton vecteur avec des valeurs, un incrément ou des choses comme ça. Ça, c'est pas encore paralysé. Et le generate, quand tu paralyses, c'est pas top top. Enfin, moi, je me suis fait bananer en faisant un generate, et en fait, il a pas fait ce que je voulais. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil, il faut laisser autant le back-end le temps de mûrir un peu, quoi, c'est tout. Oui, très bien. S'il y a plus de Mm. questions, je pense que on peut s'arrêter ici. Donc, encore des remerciements pour la présentation d'aujourd'hui Merci, merci. dans le chat de la réunion. Eh bien, merci à tous. Et puis donc, effectivement, comme Pierre l'a dit tout à l'heure, la semaine prochaine, on continue avec Rust, présenté par Adrien. Donc, ce sera même jour, même heure, jeudi 10h. Merci à tous et à jeudi. À jeudi. Allez.